que After Work au féminin, comme j'ai dit, c'est vraiment une discussion. Sans prise de tête, on discute, on se donne des conseils, des témoignages, et puis on essaie de s'entraider entre nous. Il y a des jours, on a des professionnels, comme aujourd'hui, qui viennent aussi nous donner leur point de vue. Et des jours, on n'a pas de professionnels. Donc, on se parle entre nous en fonction de nos expériences, en fonction du sujet, du thème. Et on essaie de se donner des tips et astuces, en fait. Et ce soir, pour introduire, le thème, c'est la consultation prénuptiale. Donc, la consultation, les examens qu'on fait avant de s'engager dans une relation de couple, étant donné que c'est très important aujourd'hui de savoir en fait sur la vie, en fait, la vie, je ne sais pas si c'est sexuelle de son partenaire, aussi son parcours aussi au niveau de la santé, savoir est-ce que tout va bien avant de s'engager dans une relation pour éviter des surprises désagréables plus tard. Donc, on est avec Dr Faiza Savadogo, donc qui je lui dis merci infiniment parce que c'était pas évident, c'est à la dernière minute qu'on l'a contacté à 16h et puis vite fait. Franchement, merci docteur, merci beaucoup. Et le thème, je te laisse introduire et tu fais au moins 20 minutes d'introduction et après, s'il y a des témoignages, des questions, vous lui posez des questions, elle va nous répondre au fur et à mesure et après, on va conclure. Donc, je te laisse le lead, tu diriges comme tu veux. Tu réponds aux questions si tu veux, ou tu attends après ta présentation. On a aussi Dr Doumbia qui est là. Donc, il peut aussi, lui aussi, il est médecin gynécologue en France ici. Si après, s'il y a des trucs, lui, il est là aussi pour, si tu as des questions, il peut aussi répondre. En tout cas, merci à vous encore, mesdames. Installez-vous, faites comme chez vous. Et puis, docteur, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir, je m'appelle Savadogo Fauzia, je suis docteur en médecine. Et ce soir, c'est moi qui vais vous faire une présentation sur la consultation prénuptiale. Comment la consultation prénuptiale peut aider les couples à anticiper et à avoir une relation saine et durable. D'abord, on va commencer par définir la consultation prénuptiale, donner son importance, pour dire quels sont les examens obligatoires avant de se marier, les examens obligatoires à faire avant de se marier, dans quel cas il est recommandé de surseoir au projet de mariage. On n'oblige pas, c'est juste des recommandations. Malgré tout, si les deux partenaires veulent se marier, ils sont autorisés à le faire. Je tiens à préciser que chacun peut intervenir à tout moment. Vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange vraiment pas. D'accord. Donc, pour commencer, la consultation prénuptiale est une consultation légalement obligatoire avant le mariage dans certains pays. Mais depuis 2008, elle n'est pas obligatoire en France. Par contre, dans la majorité des pays africains, elle est obligatoire. Elle doit être effectuée au minimum 2 mois avant le mariage. Donc, quand vous avez votre date, vous devez faire votre consultation prénuptiale minimum 2 mois avant le mariage. Et à l'issue de la consultation prénuptiale, un certificat est délivré. Ce certificat sera ajouté à votre dossier afin d'aller déposer à la mairie pour vous marier légalement. L'objectif de la consultation, c'est d'abord d'écouter les partenaires. Et de façon pratique, nous recevons le couple ensemble, nous allons discuter, échanger, les écouter. Ensuite, nous allons écouter individuellement chaque partenaire, répondre aux questions, aux préoccupations. Aussi, on va essayer de les rassurer parce que beaucoup se posent vraiment des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on est compatible? Bon, vous essayez d'abord de les rassurer. Parce que s'ils vont jusqu'au mariage, c'est qu'à quelque part, vous êtes assez compatibles. Maintenant, il faut savoir si les examens aussi vont vous permettre d'aller au bout. Ensuite, on va essayer de faire des bilans complémentaires pour voir s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Mais malgré tout, je répète, ça n'empêche pas de se marier parce qu'il y en a malgré tout qui vont se marier. Et aussi, on va demander aux partenaires leurs antécédents personnels, familiaux, tout. D'accord. Donc, d'abord, c'est l'entretien avec les deux partenaires. Ensuite, l'entretien individuel. On va répondre aux questions. Ensuite, on va procéder à l'examen. On va d'abord commencer par un interrogatoire. On va recueillir les antécédents personnels, médicaux. On va chercher si la personne n'a pas un diabète, une hypertension artérielle. Oui, tous les médecins sont habilités à faire une consultation prénuptiale. Un médecin généraliste peut le faire, un gynécologue aussi peut le faire. À partir du moment où tu es agent de santé, tu as le diplôme, tu peux faire une consultation prénuptiale. C'est plus les médecins généralistes qui le font. Donc,
Et c'est d'abord les antécédents personnels. On va aller chercher un diabète, une hypertension artérielle, une infection aussi, qu'elle soit acquise ou bien il y a les maladies génétiques aussi, comme un syndrome drépanocytaire majeur qu'on va aller chercher. On va aller chercher aussi les antécédents vaccinés, est-ce que la personne est à jour de ses vaccins. On va aller chercher aussi les antécédents chirurgicaux. Est-ce que la personne a déjà eu un accident grave ou lequel il a été pris en charge chirurgicalement et qui risque d'handicaper sa vie de couple. Puis il faut que son partenaire soit au courant, ils sont informés. Si malgré tout, il dit bah, c'est son choix, donc bon, il assume quoi. Et aussi les antécédents gynéco-obstétriques pour la dame. Est-ce qu'elle est déjà tombée enceinte combien de fois? Est-ce qu'elle est suivie pour des pathologies particulières en gynéco? Normalement, bon, c'est en toute confidence, quoi. Il est libre de parler comme de ne pas parler, mais de me recommander de tout dire. Et à l'issue des examens, à l'issue de l'interrogatoire, on va procéder à ce qu'on appelle un examen physique. On va examiner le patient et après l'examen, on va demander un certain nombre de bilans. En pratique, c'est d'abord le groupe sanguin Rhésus. Puisque chacun doit connaître au moins son groupe sanguin. Il y a l'électrophorèse de l'hémoglobine. Tu dois savoir si tu es AAA, AC, SSLC ou S-bêta-thalassémique. Donc, on va demander l'électrophorèse de l'hémoglobine. Après l'électrophorèse de l'hémoglobine, il y a la sérologie hépatique, l'hépatite B, l'hépatite C. Il y a la sérologie rétrovirale pour le virus du VIH, mais ça, c'est recommandé, ce n'est vraiment pas obligatoire. On recommande au couple de faire, mais ce n'est pas obligé. Il y a pour la syphilis aussi, BDL, TPHA aussi pour la syphilis. On donne les bulletins d'examen. Dans certains pays, ils ajoutent la toxoplasmose rubéole pour la femme. Quand on termine par une radiographie pulmonaire à la recherche d'une tuberculose ou d'une maladie quelconque pour laquelle il existe un traitement ou pas. Dans les antécédents aussi, on recherche la notion de cancer. Est-ce que dans la famille, il n'y a pas de cancer? Il y a des cancers, des maladies génétiques aussi. Il faut que ton partenaire soit prêt aussi. Donc, on recherche tout ça. On recherche aussi comment la personne vit. Est-ce qu'elle consomme de l'alcool, de la drogue? Est-ce qu'elle pratique du sport? Et après ça c'est individuellement. On reçoit chaque partenaire, on lui explique tout ça, on lui donne les bulletins d'examen. Après d'avoir réalisé tous les examens, il vient nous voir. On les reçoit encore individuellement. Chacun vient présenter ses résultats. On discute, on se donne des conseils, on se rassure si tout va bien. On demande aussi l'accord du partenaire s'il veut partager ses résultats avec son partenaire. On reçoit les deux maintenant. On échange, on montre les résultats, on explique ce qu'on a vu, tout. Mais si le partenaire ne veut pas, par exemple, que son partenaire sache qu'il est suivi pour une infection, la VIH par exemple, nous, on n'a pas l'autorisation de dire qu'il a son partenaire qui est séropositif. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner des conseils pour qu'il informe son partenaire. Et comme je l'ai bien dit, ce n'est pas obligatoire dans tous les pays. En France, par exemple, ils n'en ont pas besoin. En France, ils n'en ont pas besoin. Vous pouvez vous marier, même sans faire la consultation, mais c'est vraiment recommandé parce que il y a des maladies qu'on peut dépister, traiter. C'est surtout ça le plus important. Si la personne, par exemple, a une syphilis, on peut la prendre en charge avant le mariage. Et l'avantage, c'est qu'en la prenant en charge, elle ne va pas contaminer d'autres personnes, puisqu'elle peut contaminer son partenaire, mais aussi ses enfants. C'est ça le vrai problème. L'enfant aussi peut avoir des malformations si la maladie n'est pas traitée. L'infection à VIH, si elle est bien contrôlée, bien suivie, il peut ne pas transmettre la maladie à son partenaire. Il peut aussi ne pas transmettre la maladie à ses enfants. Donc, pour tout ça, nous recommandons aux patients pas aux patients qui veulent se marier, de venir à l'hôpital. Et à l'issue de tout ça, un certificat est délivré. Maintenant, si par exemple, un partenaire a un syndrome drépanocytaire majeur et que l'autre a un trait drépanocytaire, il est recommandé de ne pas se marier parce que vous avez vraiment beaucoup de chances d'avoir des enfants drépanocytaires. Mais comme je le dis, c'est une recommandation, c'est vraiment pas une obligation. Malgré tout, il y en a qui peuvent décider d'aller au mariage avec tout ce qu'il y a comme conséquences et risques.
Et si vous avez des enfants malades, donc c'est un peu délicat. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous allez devoir tout le temps aller à l'hôpital pour les examens, pour les soins, c'est un peu compliqué. Et il faut noter aussi que c'est plus dans la population noire qu'on a les maladies génétiques, qu'on a des drépanocytoses. Donc, pour ceux qui sont dans les pays européens et qui souhaitent faire une consultation prénuptiale, ils peuvent expressément demander à faire ce qu'on appelle des tropholéses de l'hémoglobine parce que ce n'est pas systématique en France. La drépanocytose, par exemple, est considérée comme une maladie rare chez eux. Donc, ils ne font pas ça systématiquement. Je vous remercie, docteur. Je vous remercie, docteur Faiza, pour ces éclaircissements. Moi, je dirais juste que, oui, comme elle a dit, depuis 2008, la consultation prénuptiale elle n'est plus obligatoire en France. Et elle a été remplacée par ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle. D'accord? Il y a la consultation prénuptiale aussi, il y a aussi la consultation préconceptionnelle. Les deux peuvent se rejoindre parce qu'il y a des bilans qu'on demande au cours de la consultation prénuptiale qui se retrouvent au niveau de la consultation préconceptionnelle. Donc, vu que cette notion de consultation prénuptiale est un petit peu abandonnée en France, moi, je vais mettre un peu plus l'accent sur la consultation préconceptionnelle. Parce que quand on parle de mariage, on parle de projet parental. On parle de projet commun, on parle de projet parental. Donc, le but de la consultation préconceptionnelle, c'est d'anticiper certaines situations. Et ça permet aussi de réduire la mortalité maternelle, la mortalité néonatale, la mortalité infantile. Parce que plus tôt on prévient certaines choses, mieux on arrive à gérer. Et parmi les examens qu'on peut demander au cours de la consultation préconceptionnelle, je peux citer par exemple la sérologie de la toxoplasmose, de la rubéole, syphilis, elle en a parlé. Il s'agit aussi de rechercher des situations à risque pour déjà le couple et la maman et aussi le futur bébé. Et quand je parle de situations à risque, je parle des situations comme par exemple une dépendance à l'alcool, au tabagisme ou à d'autres drogues qui peuvent avoir un impact sur le projet futur. Donc, le but vraiment, c'est d'essayer de retrouver des situations qui peuvent être des situations à risque. Je prends par exemple un couple qui a un projet de grossesse, qui a une sérologie rubéole qui est négative, par exemple, et on peut proposer une vaccination à ce couple. Et la vaccination, il faut qu'elle soit faite, mais il faut que dans les 2 mois qui suivent la vaccination, il ne faut pas que la femme tombe enceinte. Et cette vaccination, ça peut protéger le futur bébé d'une infection d'une infection rubéolytique, par exemple. Et on sait que la rubéole chez une femme enceinte, ça a des conséquences. Ça peut causer une mort fœtale, un décès du bébé. Ça peut causer des troubles oculaires. Ça peut provoquer la cécité et tout. Donc, il y a plein de choses. Pareil pour la toxoplasmose. Syphilis aussi, il faut voir, est-ce que telle ou telle personne, ou je sais pas, la femme ou l'homme, est-ce qu'il n'est pas infecté et tout ça. Et aussi, voilà, est-ce qu'elle n'est pas dépendante à l'alcool, par exemple, et il faut instaurer un système de suivi, un accompagnement pour que tout se passe au mieux. Donc, l'objectif vraiment, c'est d'accompagner le couple dans le projet et d'anticiper sur la prise en charge de certaines pathologies. Et l'accent en Afrique, elle a un peu mis l'accent sur la drépanocytose, qui est vraiment le cas frappant qu'on rencontre le plus souvent. Et moi, quand on est en couple, il ne faut pas penser qu'à soi. Moi, je parle de ces couples qui se savent vraiment drépanocytaires et forment homozygote et forment sévère. Le mari, il est SS, la femme, elle est SS, et le savent très bien se mettre en couple. Ça veut dire que vous aurez des enfants SS à coup sûr. Et la drépanocytose, on sait ce que c'est que comme pathologie.
surtout dans nos pays où gérer une pathologie comme ça, surtout associée à la grossesse, c'est très, très compliqué. Une femme drépanocytaire qui est enceinte, c'est d'abord un risque pour elle et un risque pour le bébé. Moi, j'en ai connu, j'ai vu des cas, je peux vous dire que c'est pas simple à gérer, hein. Donc, c'est vrai, il faut s'aimer, mais il faut pas seulement penser qu'à soi. Un couple SS où les deux sont SS, ne vous mariez pas, c'est simple, ne vous mariez pas. Moi, je dis, ne vous mariez pas. Déjà, vous souffrez, vous allez faire souffrir l'enfant qui va naître, ça sert à rien. Laisse l'autre aller où il veut, voilà, séparez-vous, quoi. Moi, je le dis clairement. Séparez-vous. Ah, mais oui, séparez-vous, parce que ça sert à rien, en fait. Ça sert absolument à rien. D'accord? Non, je ne sais pas s'il y a des personnes. Après, sauf si le but, c'est pas d'avoir des enfants. Après, on peut se mettre vous pouvez vous rencontrer à un certain âge où chacun a fini sa vie, ou vous vous mettez ensemble. Encore que l'expérience de vie chez les patients drépanocytaires, bon, voilà un petit peu. Mais des coups comme ça, il faut dire la vérité. Voilà un petit peu. Il y a aussi des couples, par exemple, qui sont sérodiscordants, par exemple, au VIH. Quand on est séropositif au VIH, cela n'empêche pas d'avoir des enfants. Vous pouvez avoir des enfants, il n'y a pas de souci, mais il y a une manière de faire. Il y a des précautions à prendre. Par exemple, vous pouvez faire une insémination pour avoir des enfants, sachant que un couple dans lequel l'un est séropositif et tout ça, ça ne contre-indique pas le mariage, mais il faut que les deux soient au courant. Et si vous avez des enfants, et si vous voulez avoir des enfants, excusez-moi, il y a tout un système qui est mis en place pour vous accompagner. Donc, si cette consultation ne se fait pas, vous imaginez qu'on peut pas, on peut rien faire. Non seulement la femme va contaminer le conjoint, ou l'homme va contaminer la femme, et le futur bébé à naître aussi, il sera à risque. Alors que si tous les bilans sont faits, on peut prévenir et éviter certaines situations. Donc voilà un petit peu ce que moi je peux ajouter. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des contributions et tout, mais en gros c'est ça, quoi, essentiellement le but de la consultation prénuptiale et de la consultation préconceptionnelle. En fait, c'est assez délicat parce que généralement, quand les patients viennent vous voir pour la consultation prénuptiale, c'est qu'ils ont déjà tout ficelé. Ils veulent juste le papier. Aïcha, tu peux poser ta question, Aïcha. Non, ça sera pas une question, plutôt enfin, je sais pas si je peux dire retour d'expérience. Maintenant qu'on en parle, ça nous donne des idées. Et on se rend compte qu'on a fait un grand saut dans le vide. Moi, je suis mariée, ça fait bientôt 15 ans, mais j'y avais jamais pensé, en fait. Et j'ai découvert avec ma venue en France en 2018-19, quand je suis enceinte de mon fils, que j'étais AS, par exemple. Heureusement pour moi que mon mari, il est AA. Il aurait été AS, peut-être que je serais je me serais en sortie au mieux des cas avec un enfant AS aussi, sinon du SS derrière. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais voilà, juste pour dire que c'est quelque chose de beaucoup important. On se laisse emporter par l'amour, on s'aime à la vie, à la mort, et finalement, on n'y pense vraiment pas, au fait. Donc, voilà. C'était tout pour moi. Oui, c'est vrai. Et si on veut agir sur la mortalité maternelle, la mortalité infantile, ça, c'est des choses qu'il faut prendre l'habitude de faire. C'est des choses qu'il faut. Ça permet vraiment de prendre de l'avance sur certaines choses. Et ça met le professionnel à l'aise, ça met le couple à l'aise, et franchement, tout est anticipé, et voilà, quoi. Malheureusement, parfois, même si les deux savent qu'ils sont drépanocytaires, ils vont aller au mariage. J'ai vu le cas d'une dame, elle était AS, son mari était AS. Ils ont fait une consultation prénuptiale, et à l'issue de la consultation, on leur a dit qu'ils avaient de fortes chances d'avoir des enfants SS, des enfants SS. Ils pouvaient avoir des enfants SS, des enfants AA ou des enfants AS. Ils ont pris le risque de se marier parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir peut-être un enfant SS, un enfant AA, un enfant AS.
Malheureusement pour eux, ils ont eu 3 enfants et tous les 3 enfants sont SS. Et la dame, pour se justifier, elle dit que le médecin ne lui a pas dit ce jour-là qu'elle allait peut-être avoir 3 enfants SS. Pour elle, sur 3 grossesses, elle allait avoir un enfant AS, un enfant AA et un enfant SS. Il a fallu lui expliquer que ce n'était pas comme ça. À chaque grossesse, tu as une probabilité d'avoir un enfant AA, un enfant AS et un enfant SS. Et malheureusement pour elle, elle n'a eu que des enfants SS. Et c'est vraiment pénible parce qu'elle était tout le temps à l'hôpital avec ses enfants. Et à la longue, elle dit que si c'était à l'hôpital, elle n'allait pas le faire. Parce qu'elle n'arrivait plus à travailler. Et le monsieur aussi n'arrivait plus à joindre les 2 bouts. Elle était tout le temps à l'hôpital avec ses enfants. C'était vraiment compliqué. Ouais. Moi, je vais prendre aussi l'exemple du diabète, par exemple. Des femmes qui sont diabétiques et qui ne savent pas qu'elles sont diabétiques, qu'elles ne sont pas suivies. Mais quand tu es diabétique et que tu as un projet de grossesse, quand ton diabète n'est pas bien équilibré, mais tu fais courir un risque de mort fœtale, ton bébé il peut mourir dans ton ventre, comme on le dit dans notre jargon. Après, qu'est-ce qu'on va dire? C'est le sorcier du village, c'est ma tante qui est de tel côté, qui ne voulait pas que je me marie, c'est mon voisin qui est contre moi et tout ça, alors que pas de trucs très simples, on peut éviter ces genres de situations. Donc, c'est vraiment important d'avoir une idée sur son statut sanitaire, déjà pour soi-même, ensuite pour son futur conjoint, pour son futur foyer et aussi pour l'enfant à naître. Donc, c'est un tout, quoi. En tout cas, poser des questions, mesdames ont posé des questions. Alors oui. Il y a aussi l'hypothyroïdie, par exemple, ou l'hyperthyroïdie. Les troubles endocriniens du genre, il faut qu'ils soient connus, et quand ils sont connus, ça permet d'éviter certaines complications obstétricales, comme les fausses couches à répétition, comme la prééclampsie, la mort fœtale, les retards de croissance et tout ça. Mais il faut que ça soit connu. Et quand le médecin il sait ça, voilà, soit il vous oriente vers un endocrinologue, soit il vous oriente vers un diabétologue si c'est le diabète, l'endocrinologue si c'est des troubles de la thyroïde et tout ça. Et quand tout s'équilibre, tout se passe très bien. Okay. Il y a des trucs vraiment très simples qu'on peut faire pour éviter tellement de complications. Par juste une prise de sang et un bon suivi, et c'est réglé, quoi. Effectivement. Leïla, allez-y. Leïla, ensuite, OK. Oui, merci. Alors, en fait, il a parlé de diabète. Effectivement, j'allais glisser ce sujet-là, mais plutôt sur l'hypertension. Alors, on a souvent rabâché aux gens chez nous que l'hypertension, c'est voilà, quand on est gros, quand on ceci, on cela, quand on mange mal et compagnie. Sauf que moi, j'ai un cas particulier. Je fais de l'hypertension depuis que je suis petite. Et c'est lié à une problématique génétique, une anomalie, voilà, du côté des artères rénales. Donc une bonne sténose, voilà, je pense que les médecins, vous savez de quoi je parle. Donc sténose des artères rénales, voilà, je suis née comme ça. Et donc j'ai toujours fait de l'hypertension, donc sauf que je suis suivie là depuis tout juste 8-9 ans. Parce que bon, j'ai fait plusieurs allers-retours à l'hôpital sans savoir ce que c'était. Donc, ça a été vraiment une errance médicale pendant 5-6 ans quand même. Jusqu'à ce qu'un médecin de chez nous, un médecin d'origine camerounaise, me dise « Alors, vous êtes en parfaite santé, vous avez un cœur de sportive. Vous êtes sportive d'ailleurs, ça se voit. Votre cerveau, il va bien. Votre cœur, il va bien. Donc, c'est peut-être les reins. » Quand il a dit ça, je me suis effondrée. J'étais à mon 4e jour d'hospitalisation et c'était la 5e hospitalisation en 1 an. Donc après les analyses, donc échodoppler et compagnie, on me dit que j'ai une sténose des artères rénales et donc je vais prendre des médicaments à vie. Je vous assure qu'entendre ça quand on a 25 ans, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout. Bon,
quoique on sait maintenant l'origine des maux de tête puissance 1000. Voilà, j'en suis arrivée à un point où mon médecin m'a donné des antidépresseurs sans me dire que c'est des antidépresseurs. J'en suis arrivée à ce point-là. Donc, antidépresseurs, j'ai mal à la tête, mais au point où je me cogne la tête contre le mur, juste pour avoir un malaise et dormir. Et vous voyez ce genre de situation-là, comment gérer? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la trentaine, je suis en couple avec quelqu'un. Bien évidemment, on a prévu à faire le pas, aller voir le gynécologue et faire des plans ensemble. Voilà, s'assurer que nos santé se conviennent. Mais côté grossesse, est-ce que ce n'est pas risqué? Parce que moi, je veux bien. Pendant tout, j'ai jamais, comment dire ça? J'ai jamais fait des plans pour avoir des enfants. Maintenant, là que je suis avec quelqu'un avec qui je me dis et je commence à mûrir l'idée, il y a la problématique qui est là, avec laquelle il est au courant, hein, tout, voilà. Il y a pas de secret. Seulement, comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce que moi, dans ma tête, c'est bon, allez, on va y aller, on va faire une PMA, une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Mon médecin m'a sorti un jour, mais vous allez, j'avais 27 ans. Il m'a sorti un matin, c'est un médecin de chez nous en plus, hein. Voilà, je ne vais pas dire son pays, mais il m'a sorti. Ouais, mais vous allez avoir 30 ans bientôt, il faut commencer à faire des enfants parce que non, ça va être compliqué avec ce que vous avez comme pathologie. Hein. Je lui dis, mais ça va pas. vous allez vous occuper de ces enfants-là, déjà, c'est un. Et de deux, vous savez très bien ce que j'ai comme pathologie et vous me balancez comme ça, c'est une blague. Donc voilà, moi, je veux bien poser ce sujet-là et avoir vos retours. Merci. C'est une très belle question. Donc, on a nos deux docteurs. Vous allez ce que je vais dire par rapport à l'intervention, c'est qu'il y a des facteurs de risque à l'hypertension artérielle qui sont connus. Par exemple, l'obésité, le diabète et tout ça. Ça, c'est des facteurs de risque qui peuvent donner l'hypertension artérielle. Mais ça ne veut pas forcément dire que toutes les femmes qui sont obèses font de l'hypertension ou toutes les femmes qui sont diabétiques font de l'hypertension. C'est des facteurs de risque. Maintenant, l'hypertension artérielle a plusieurs origines. Je ne suis pas cardiologue et tout, mais je sais que un problème au niveau rénal peut aboutir à une hypertension artérielle. Ça, je le sais. Et une hypertension artérielle chronique, comme votre cas, ça ne contre-indique pas forcément une grossesse. Mais ça veut dire que il faut que ça, vous le sachiez, ça soit une grossesse à risque. Et quand on dit grossesse à risque, c'est qu'on adapte la surveillance, c'est une grossesse qui soit beaucoup plus suivie et tout ça. Et une grossesse sur un fond de tableau d'hypertension artérielle chronique comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est le risque de prééclampsie surajouté. D'accord? Et quand on dit prééclampsie, c'est le risque de mort fœtale, c'est le risque d'hématome rectoplacentaire, c'est le risque d'accouchement prématuré induit et tout ça. Donc, il y a tout ce risque qu'il faut connaître. Et mieux vous en prenez connaissance, mieux le vécu de cette grossesse se passera bien. D'accord? Il y a tellement de moyens maintenant pour prévenir ces complications. Ça se gère. Ce n'est pas une contre-indication à une grossesse, ça se gère. D'accord? Mais sachant que j'ai eu quand même un parcours médical très, très difficile, parce que j'en suis même arrivée à faire une angiodysplasie. Et voilà, ça s'est très mal passé parce que bon, on me l'a faite avec une anesthésie locale. J'ai vu toute l'opération, hein, et franchement, il a été très très mauvais, le chirurgien, parce que j'ai senti ces tuyaux-là passer dans mon avant-bras, traverser mon bras, mon cœur, et arriver dans mon rein. Ah, je l'ai senti. Et je lui ai dit, de la sang, hein, docteur. Et il a dit, shooter là. Sauf que bon, le shooter, j'étais très très consciente. Hein. Donc, vous voyez, avec toutes ces expériences médicales-là, même si j'ai envie de fonder une famille, hein,
de vivre les choses pour moi, mais aussi pour mon couple et mon conjoint. Je me demande, mais comment je vais passer ça? Ça veut dire qu'en fait, je vais être alitée pendant 9 mois. Là, j'ai pas peur, hein, mais je me dis, mais ça, c'est mettre ma vie en danger. Non, on peut pas, J'en on peut rigole, pas hein, mais bon. anticiper. On peut pas Oui, anticiper. facilement. Oui, allez-y, docteur Faiza. Allez-y. Je voulais lui dire qu'elle peut vivre une grossesse tout à fait normale, sans bobo, sans pic hypertensif, sans rien. En fait, tout dépend d'abord de votre mental. Si vous vous dites que vous allez très mal vivre votre grossesse, déjà, vous partez déjà battu, vaincu. Dites-vous que la grossesse va très bien se passer. Si vous êtes bien suivi, et par le gynécologue, et par le cardiologue, je me dis que ça ne va même pas poser de problème. Il y a plusieurs cas comme ça, des dames qui viennent accoucher, qui avaient des chiffres nationaux élevés avant la grossesse, qui se font bien suivre. Si vous avez un régime alimentaire bien équilibré, vous pratiquez une activité physique régulière, vous tombez enceinte, vous prenez régulièrement vos médicaments, vous partez régulièrement à vos contrôles, vous faites tout ce qu'il y a comme examen. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout dépend du mental. Je me dis que la base, là, c'est votre mental. Si vous vous dites que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Peu importe ce que les autres diront, tout commence par vous. Si vous vous dites que ça va cailler, ça va cailler. Dites-vous que ça va bien se passer. Je vais vivre vraiment une belle grossesse. Je vais prendre de belles photos. Je vais faire de jolis shootings. Dites-vous que ça va bien se passer. Je vais accoucher normalement sans problème. Et tout va bien se passer. Faites-vous suivre seulement. Suivez les recommandations de vos différents médecins et tout ira bien. Il y en a qui ont fait des pré-éclampsies, même des éclampsies, mais qui s'en sont sortis. Bon, moi, je ne vois pas le problème. D'accord. Docteur Doumbia, tu veux rajouter? Non, c'est ce que j'ai dit tantôt. Il faut que, voilà, ça ne contraindrait pas une grossesse, mais ça sera sûrement classé dans la catégorie de grossesse à risque. Oui, parce que nous, en tant que professionnels, chaque grossesse est classée. On a des grossesses non à risque, des grossesses à risque. Et le fait de déclarer une grossesse à risque, ça ne veut pas dire qu'on stigmatise la personne. Non, c'est une manière pour nous d'adapter le suivi, de savoir ce qu'il faut faire exactement pour cette patiente et pour que tout se passe bien. Donc, voilà, la médecine a beaucoup évolué maintenant. Il y a voilà. Il y a plein de solutions qu'on peut trouver et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Okay. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes patientes que je suis jusqu'à présent. Elle est tombée enceinte alors qu'elle avait le VIH et elle avait ce qu'on appelle un lupus. Normalement, c'est vraiment rare. Une patiente qui tombe enceinte qui a à la fois un lupus et un VIH. Le traitement contre le VIH vise à booster l'immunité. Le traitement contre le lupus vise à stopper. C'est une réaction immunitaire disproportionnée, donc le traitement vise à vraiment calmer. Donc, c'est deux traitements vraiment contradictoires. Mais malgré tout, elle est tombée enceinte. On a même discuté avec elle parce qu'on voulait interrompre la grossesse et tout. Elle n'était pas du tout d'accord. Et elle a dit qu'elle va mener à bien sa grossesse. Je n'y croyais pas, mais je lui ai jamais dit ça. Je lui ai dit que si elle y croit et que vraiment elle veut y aller, on va tout faire pour l'accompagner. Elle l'a accompagnée. Elle a atteint un certain nombre de semaines. On a programmé la césarienne. Elle a son bébé. Elle a fait le contrôle après. Le bébé est séronégatif. Elle a même baptisé son bébé. Il n'y a vraiment pas eu de soucis, mais c'était d'abord son mental. Ça n'a pas été facile. En temps, elle avait une acide. On a dû fonctionner l'acide malgré la grossesse. Elle était vraiment disponible en temps. C'était pas facile. Il y a eu même une réunion de concertation pluridisciplinaire. Il y avait les gynécos, les cardios, les pneumos, les rhumatologues et les réanimateurs.
Mais Wow. on n'était pas pour l'interruption de la grossesse. C'est-à-dire qu'elle tient à sa grossesse et elle se dit que ça va aller, elle va prendre tous les traitements. On a observé, ça a bien évolué. Elle est sortie de l'hôpital, après on a programmé la césarienne. Elle est venue pour sa césarienne, tout s'est bien passé. Elle a eu ses résultats, elle m'a envoyé les résultats de l'enfant. Elle est vraiment contente, elle se fait suivre régulièrement par tous les médecins qui la suivent. Elle se fait suivre en rhumato, en gynéco et en pneumo aussi. Mais tout s'est bien passé. Moi, je me dis que tout commence par le mental. Si vous avez un mental d'acier, vous vous dites que ça va aller. Et vous mettez tous les moyens à votre disposition pour que ça se passe bien. Ça va bien se passer. Tout commence par vous. Personne ne peut gâcher quoi que ce soit. Tout commence par votre mental. Merci, docteur. On a Leila, c'est pour vous savoir, on va demander à Aquarelle qui lève sa main depuis. Est-ce que ça va ou vous voulez qu'on revienne dessus? Oui, ça va, merci vraiment. Merci pour ces détails. C'est vrai que je lis beaucoup, je me documente beaucoup, mais bon, c'est la première fois que j'ai deux médecins qui me disent autre chose que ce que j'ai déjà eu comme médecin et que j'ai encore comme médecin généraliste. Bon, en même temps, malheureusement, j'habite dans une zone où il y a très très peu de médecins. Je suis à Dreux, entre l'Île-de-France et la Normandie. Donc, il y a très peu de médecins généralistes, très peu de gynécologues. Donc, depuis 8 ans, je fais avec lui parce que j'ai pas le choix. Donc, il me sert à renouveler mes ordonnances. Mais ce que vous venez de me dire là, c'est quelque chose qui fait du bien et qui vient compléter ce que j'ai lu humainement. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. En tout cas, tout va très bien se passer. Moi, je voudrais ajouter, puisque vous êtes à Dreux, vous n'êtes pas loin de la Normandie. En tout cas, il y a docteur Doumbia Mohamed qui est à côté. Ah oui, c'est ce que je me suis dit. Donc, n'hésitez pas, il va mettre son bien professionnel. Là, il est sur Docteur Libre, vous pouvez le contacter, il est gynécologue obstétricien. Oui, super, alors, merci beaucoup. Oui, mais Leïla, ce que je voulais dire, c'est que le médecin généraliste, il est médecin généraliste, il est très bien dans son domaine, dans sa zone de confort. Pour parler de sujets un peu plus spécialisés, un peu plus fournis qu'un sujet lié à la conception, au vu de vos antécédents, mais c'est un médecin du domaine qui pourra mieux vous renseigner. C'est clair. Le généraliste, je ne pense pas qu'il vous ait dit quelque chose qui ne soit pas tout à fait vrai, mais peut-être il a dit dans son champ d'action. D'accord ? Oui. En même temps, voilà. je pense qu'il n'était pas forcément très objectif parce que il faisait aussi allusion à mon rythme de vie qui était très très intense côté professionnel. Donc il n'arrivait pas à comprendre que je travaillais en Île-de-France et que je vivais donc en région centre à Dreux. Donc ça me fait 3 heures de train, 3-4 heures de transport chaque jour. Il comprenait pas ça. Il comprenait pas. Même moi je comprends pas ça. Hein. Tout se passe dans la tête en fait. C'est que je suis en réalité quelqu'un de très solitaire et c'est comme ça que je fais la distance entre mon métier qui est très prenant et ma vie privée. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un récapitulatif de ce que je comprends de la situation. Et puis un petit retour d'expérience vite fait. Moi, de ce que j'ai constaté, c'est qu'en Afrique, pour ne pas indexer un pays en particulier, on n'a pas cette culture en fait de faire des bilans déjà pour commencer. Alors que ce sont des choses, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, en fonction de la maladie, en fonction du cycle j'ai oublié le terme un peu, de propagation, si je peux m'exprimer ici, de la maladie, il faut quand même aller voir le médecin pour faire un bilan de santé. En ce qui concerne par exemple la drépanocytose, moi je n'avais jamais fait de bilan de drépanocytose jusqu'à mes 28 ans, je suis tombée enceinte. Et puis comme ça on me dit, on va faire ton test, et puis je constate que j'ai quand même une gène de la maladie. Donc il y a un risque pour l'enfant. Et on demande à mon conjoint d'aller faire aussi son test pour voir si le risque n'est pas élevé pour l'enfant. Heureusement que
voilà, lui, ça allait de son côté, donc l'enfant, il est né tout sain et sauf et puis sans maladie. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi aux médecins de sensibiliser, d'encourager, et puis au gouvernement, bien évidemment, de parler un peu plus des maladies, d'inciter la population à aller faire leur bilan de santé. C'est également le cas pour le cancer du col de l'utérus, juste pour faire une petite brèche. C'est une obligation ici en France à partir de 25 ans. Et je crois que c'est chaque année ou bien chaque combien d'années, tu reçois dans ta boîte aux lettres en même temps un rappel pour te dire d'aller faire ton dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, ce sont des petites actions comme ça qui vont nous permettre, en gros, de déjà affronter les maladies, pour dire tout, et puis d'avoir une population saine. Donc, c'était juste mon petit passage. Et puis, je voulais vous remercier aussi pour ce panel qui est très enrichissant. On a écouté l'histoire de Leïla, et puis merci aussi aux médecins de leur rapport. Alors, merci à notre contribution. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui viennent d'arriver? Donc, le thème, on l'a dit, c'est la consultation prénuptiale. Donc, voilà, aujourd'hui, on est avec Dr Faiza Sawadogo, qui a bien voulu nous aider, et aussi Dr Doumbia. Moi, j'ai une question. Ouais. Ah bon, Aïcha pose ta question d'abord. J'ai priorité. Alors, moi, c'est pas une question, juste rebondir sur ce que les docteurs, ils ont eu à dire, notamment sur le mental. J'avoue que c'est super important de faire cette consultation-là avant de finaliser son projet de mariage. En même temps, il faut savoir écouter les professionnels. Il y a des maladies qui seront gérables forcément et à d'autres pas. Voilà. Donc, c'est d'écouter les professionnels, de ne pas forcément s'entêter, de ne pas forcément trop se laisser guider non plus par « je l'aime trop ». Il faut aussi s'aimer, c'est important. Et puis, penser à son avenir et ceux de nos futurs enfants, au fait. Pour revenir sur le mental, effectivement, il y a toute une question de mental. Moi, dans ma famille, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'on a vécu avec. J'ai ma sœur aînée qui était séropositive, voilà, qui est tombée enceinte de jumeaux, qui a passé sa grossesse crème, sans problème, qui a pris ses traitements, qui a accouché de ses jumelles qui sont nickel, qui sont en superbe santé. Donc, encore une fois, il y a des choses qui seront gérables dans le couple, notamment sur tout ce qui est VIH et autres, et des choses moins sympas, comme tout ce qui est drépano. Voilà. Merci Aïcha, merci pour ta contribution. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez des contributions, d'autres choses à dire? Les docteurs, vous pouvez aussi parler, prendre la parole si vous avez des choses à ajouter ou des contributions. Voilà. Je pense que son micro n'est pas allumé. Mariam Fofana, elle aussi, elle avait levé la main. Bon, docteur, après, tu peux rajouter d'autres choses. Alors, moi, j'ai une question. Ma question, c'est sur, est-ce qu'il y a un test de fertilité pour des jeunes couples, en fait, qui veulent se marier, qui ont un projet de mariage? Est-ce qu'il y a un test de fertilité qui est recommandé? S'il y a un test, c'est quoi le nom? Ou un bilan de fertilité? Ou un bilan... Non, il n'y a pas de bilan de fertilité. Genre, il n'y a pas de bilan pour savoir si je suis fertile ou pas. Il n'y a pas de bilan. Okay. Ce qu'on conseille au couple, c'est d'essayer pendant au moins 1 an. Okay. Si après 1 an d'essai, rien ne se passe, et on peut commencer à explorer. On peut se dire, peut-être il y a quelque chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la femme n'ovule pas tous les mois, contrairement à ce que les gens pensent. La femme n'ovule pas tous les mois. Par mois, la femme a 30% de chances de tomber enceinte. La femme peut ovuler au maximum 3 à 4 fois dans l'année. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous faites tout bien. Vous faites tout bien. Quand je dis vous faites tout bien, c'est que matin, midi, soir, vous faites tout, matin, midi, soir, tout bien pendant tout le mois, mais vous ne tombez pas enceinte. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un souci. C'est que peut-être vous n'avez pas ovulé. Okay. D'accord? Donc, 3-4 ovulations sur l'année. Et en 1 mois, la femme a 30% de chances de tomber enceinte. En 6 mois, ça peut passer de 60 à 70%. Mais sur 1 an,
un an de rapport sexuel régulier. Quand je dis rapport sexuel régulier, c'est au moins 3 rapports par semaine. Et si vous avez ça, vous faites ça et que sur un an, vous n'arrivez pas à tomber enceinte, là, vous pouvez être prise en charge par un médecin spécialisé dans l'infertilité. Et ce temps de 1 an, il faut relativiser. Une femme qui a 35 ans, qui a 36 ans ou qui a 35 ans, vous n'allez pas attendre forcément les 1 an. Vous pouvez prendre le pas, vous pouvez prendre un peu de l'avance pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour les choses à faire, c'est un peu plus pointu tout ça, mais il y a plein de choses à faire. Et généralement, c'est lors de spermogramme, il pose surtout qui peut être aussi source d'infertilité. Est-ce qu'elle fume aussi? Est-ce qu'elle boit? Parce que le tabac aussi peut avoir une incidence sur la fertilité. Donc il y a tout ça. Donc c'est tous ces éléments qu'on met ensemble et on essaie de comprendre le problème. Et c'est après tout ça qu'on peut se lancer dans des traitements comme des stimulations ovariennes ou traiter le conjoint s'il a une anomalie du spermogramme et tout ça. Donc, de façon systématique, non, il faut avoir essayé au moins 1 an. D'accord. Merci, docteur. Docteur Faiza, vous voulez ajouter quelque chose? D'accord. Merci au docteur Doumbia pour son intervention. Bon, de manière pratique, quand il y a un désir de grossesse et que c'est un jeu de couple, au bout d'un certain moment, ils vont venir consulter. Je me dis qu'il faut d'abord un entretien. Parce que de prime abord, les gens se disent que le problème, c'est forcément la femme. Alors que non, le problème peut se retrouver du côté du mari. Donc, c'est d'abord discuter avant d'aller pour les données complémentaires. Et effectivement, à partir d'un certain âge, on n'attend pas une année. Donc, ce qu'on appelle une consultation. Il y en a même qui viennent avant même d'essayer, ils vous disent qu'elles veulent tomber enceinte. Elle aimerait assister, donc là, plus l'âge, on va directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, docteur Faiza. Il y a d'autres questions, si vous avez d'autres questions, ou bien profitez. On a un médecin qui est là, donc profitez. On a des médecins qui sont là. Ça n'arrive pas tout le temps, ça. Déjà que c'était compliqué aujourd'hui, donc profitez. Alors, moi j'ai une question. Ok, vas-y. J'ai des médecins dans mon entourage, dans ma famille, et j'ai déjà entendu, bon, alors, sachant que côté famille, ils peuvent être dits anxiogènes, donc parlant de maladies et d'antécédents, tout ça. Donc, il y a des antécédents de cancer dans ma famille. Il y en a eu pas mal, hein, tout genre. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer du côlon, cancer du foie, tumeur au cerveau, donc pour ne citer que cela. Alors, ce que moi j'ai envie de savoir, c'est en plus de la pathologie que j'ai, est-ce que il y a des possibilités donc de faire des examens, parce que j'en ai entendu parler, hein, pour savoir les prédispositions qu'on a à avoir quelques débuts de ces cancers-là, de les dépister rapidement pour savoir où on en est. Est-ce qu'il y a des possibilités que ça saute une génération et que ça en rattrape une autre? Voilà, j'ai envie de savoir aujourd'hui, de reposer la question. C'est pas une question que je poserai au déjeuner du dimanche, hein. Donc je préfère je préfère vous poser la question. Oui, mais il y a eu déjà un sujet, un sujet sur les cancers gynécologiques. Oui. Donc allez-y regarder, hein. Il y a un sujet. Il y a une vidéo et tout ça sur ces cancers génétiques. Ce que moi je vais dire de façon ramassée et tout ça, si dans votre famille il y a eu fréquemment des cas de cancer et tout ça, il faut faire une consultation génétique pour voir si vous prédispose ou si vous avez des mutations génétiques qui vous prédisposent. Pour ne pas laisser Leïla comme ça, je dirais que oui, s'il y a eu des antécédents de cancer dans la famille et tout ça, ça mérite une exploration. Et généralement,
on fait une consultation oncogénétique pour essayer de rechercher des gènes qui pourraient prédisposer à certains cancers. Surtout le syndrome de Lesch qu'on peut rechercher. Et c'est l'oncologue qui s'en occupe, n'est-ce pas? Tout ça. C'est l'oncologue qui s'en occupe, n'est-ce pas? Oui, je dis c'est le généticien qui s'en occupe. Ah, le généticien, d'accord. Ouais. D'accord, très bien. Ok, c'est noté. Merci. Je vous en prie. Je ne sais pas si Dr Faiza a quelque chose à dire par rapport à ça. C'est bon, merci. Vous avez bien tout dit. Ok. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Merci docteur, pour votre contribution. Oui. C'était bien, merci. Donc, Faiza, ton confrère, c'est ça? Comme ça, vous dites non? Je vais nous laisser. M'abandonne. Alors, moi j'ai une question à l'endroit du docteur. Est-ce que vous, lors des consultations avec les patientes, est-ce que vous les sensibilisez directement, sans qu'elles vous demandent quoi que ce soit, sur l'importance de faire une consultation prénuptiale pour celles qui n'ont pas encore sauté le pas, au fait, qui ne sont pas encore mariées, tout simplement? De manière pratique, non. D'accord. Non, je dis ça parce que, alors, en Europe, on a cette facilité de soins qu'on a, où on peut se dire, une fois par an, en passant pour le fun et tout, on fait un bilan de santé, ou bien une certaine curiosité nous emmène à, et puis on a les moyens également pour, contrairement à d'autres personnes dans nos pays africains qui n'ont pas les mêmes facilités que nous. Déjà de penser à ça, voilà. Donc je pense qu'au niveau des médecins également, pour un devoir de sensibilisation, on peut, enfin, je ne vous montre pas votre travail, mais ça sera bien que, voilà, de manière automatique, si je peux me permettre de dire ça, voilà, on en parle. Je ne sais pas c'est quoi les secrets médicaux et tout, est-ce que vous avez le droit de faire ça ou pas? Mais je pense que, voilà, ça pourrait être bien de sensibiliser nos sœurs à ça. Parce que franchement, pour se marier au bled, on va dire ça comme ça, on prend de gros risques, on n'y pense même pas. Moi, en tout cas, moi, la première. Heureusement pour moi, mon mari, il était AA. Vraiment heureusement pour moi. Et il a fallu plus de 30 ans de vie pour m'apercevoir que je suis AS. C'est très grave ça. Donc, voilà. Je veux dire aussi que vous n'êtes pas maladif, sinon, on vous aurait proposé un bilan de santé. Ouais, c'est vrai que je ne tombe pas trop malade. Donc, Ne pas tomber trop malade, c'est le fort des Africains, ça. Hein. Dire qu'on est fort quand on ne tombe pas malade. Et puis, bizarrement, dès qu'on arrive en France, on passe nos journées à l'hôpital. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On prend des médicaments toute notre vie à partir de 30 ans. Mais c'est fort, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'on change de zone de confort, on arrive quelque part pour sentir toute la fragilité qu'on a accumulée pendant toutes ces années passées-là. Et puis, on commence à aller à l'hôpital tout le temps. C'est ça. Et c'est comme moi, hein, quand on me voit, j'ai une de ces plaies, mais je suis très, très énergique. Mais on ne peut pas savoir que je prends des médicaments à longueur de journée. On ne peut pas savoir. C'est aussi ce qui fait notre force, hein, parce que quelque part on essaie de se protéger mentalement. Ce que j'ai évoqué là ce soir, c'est une vulnérabilité que je n'assume pas, très honnêtement. Donc, je prends beaucoup de distance avec ça et souvent je dis que je n'ai pas. Alors, j'ai longtemps dit que j'ai pas envie d'avoir d'enfants, que je ne me vois pas avoir des enfants. Mais là, maintenant que je commence à me projeter, à voir ce que ça peut impliquer, et je vois surtout le degré d'engagement, je me dis, oui, en fait, finalement, je ne suis pas si forte que ça. Je suis quand même un peu fragile. Donc, même avec les médicaments, on n'arrive pas à assumer la fragilité. C'est grave, hein, mais c'est comme ça chez nous. Donc, franchement, moi, j'incite les jeunes, surtout les tout juste 20 ans, là, à aller à l'hôpital, à faire des contrôles de temps en temps, histoire de voir. Il y a par exemple le papillomavirus. On n'en a pas parlé chez nous. Moi, j'ai fait un lycée. On n'en a pas parlé, le papillomavirus. C'est arrivé ici que moi, j'ai entendu parler de ça.
Ouais. Il y a des campagnes de sensibilisation qui sont organisées dans les écoles. Depuis quand? Parce que moi, j'ai eu le bac en 2009. Et j'ai fait un lycée de filles. On nous vaccinait à la chaîne, là. C'était pour éviter que les filles tombent enceintes, soi-disant. Mais en même temps, entre-temps, on nous vaccine comme des vaches. On nous donne des petits déjeuners bourrés d'hormones. Et voilà, à la fin de l'année, tu as pris 5 kilos, tu ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas un seul gynécologue dans le lycée de filles, c'est grave. Bon, vous voyez, c'est notre culture aussi. Moi, je ne crache pas dessus. Je passe par là. Mais je pense que voilà, passons le message à nos petites sœurs. Oui. En tout cas, Leïla, merci pour ta contribution depuis le début du live. Je pense que c'est très pertinent et on apprend beaucoup aussi. Hein. Parce que ça permet au docteur de poser, ça permet au docteur aussi de bien détailler sa présentation et tout ça. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Parce que bientôt, le live va se terminer. Donc, est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? Nel, est-ce que tu as des choses à dire? Tu as des questions? Mariam, bonsoir. Djeneba, bonsoir. Saïda, Djelika, bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. N'hésitez pas à me poser des questions ou si vous avez des témoignages ou des choses à dire, n'hésitez pas. Ça peut aider. Hein. Après, franchement, on ne connaît pas tout, ça peut aider. Le docteur aussi, elle est là. Elle a pu se connecter, ce n'était pas évident pour nous. Donc, posez-lui des questions si vous avez des choses à dire. Bon, après, moi, pour l'instant, j'écoute, hein, j'apprends. Je veux dire, pour l'instant, je n'ai pas encore été, en tout cas par la grâce de Dieu, été confrontée à cela. Donc, j'apprends et puis également, ça me permet de faire attention aussi à certains peut-être signaux que je ressens, je reçois et puis de mieux relayer aussi auprès des plus jeunes autour de moi. Donc, voilà, je suis tout de suite. Merci, Mariam. Je vous en prie. Moi, j'avais une question, docteur. Sur le bilan IST-MST, est-ce que c'est important de faire ce bilan avant de s'engager? C'est très, très important. Je dirais même que c'est vraiment la partie la plus importante parce que si vous avez déjà une MST ou une IST, on peut vous traiter. On peut vous traiter. Et si votre partenaire là aussi, on peut le traiter. S'il ne l'a pas, c'est bon, c'est déjà bon. Parce que si vous gardez ça, il y a des maladies silencieuses. Vous pouvez l'avoir et ne même pas avoir de symptômes, surtout pour les femmes, c'est tellement compliqué. Et après, maintenant, vous allez faire des fausses couches à répétition. Bien, le bébé peut être mal formé. C'est vraiment délicat, les MST et les IST là. Une femme, c'est tellement sensible. Peut facilement contracter une maladie sans vraiment prendre et traîner ça sur plusieurs années, sans vraiment le savoir. Ok. Merci, docteur. Pour celles qui ne connaissent pas l'heure et les taux pour résoudre l'hémoglobine, elles ont intérêt à aller le faire. Ouais, c'est bon à savoir. Je pense que je vais en parler. C'est une information qu'on a très rarement. Donc oui, merci d'avoir donné. Oui, au début, quand j'ai vu, je le disais à Aïcha, je pensais que c'était consultation prénuptiale. Je pensais que c'était chez comment dire ça, chez le psy, quelque chose comme ça. Voilà. Mais en fait. Après, je ne sais pas comment dire médical, hein, parce que... C'est la santé, parce qu'on a mis dans le thème que c'est avec une professionnelle de la santé. En fait, pour expliquer le concept, After Work au féminin, on aborde vraiment tous les sujets. Et en fait, cette période, on est sur une période de la santé qui finit ce jeudi, parce que l'autre jeudi, on va entamer d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec la santé. On a déjà abordé le thème sur la planification familiale qui est sur la chaîne. On a abordé aussi le thème sur tout ce qui est l'endométriose. Ensuite, on a abordé le thème sur les cancers gynécologiques. Donc, Mariam, tu peux si je me trompe, tu peux me dire, parce que j'ai oublié notre thème. Parce que vu que toi, tu as assisté à pratiquement tous les after-work, on a abordé franchement beaucoup de thématiques. Donc, allez-y sur la chaîne After-work au féminin, la chaîne YouTube. Le docteur Mohamed, il a vraiment étayé toutes les informations, la l'endométriose, les cancers gynécologiques et tout. Et aujourd'hui, c'est la consultation prénuptiale. Donc, c'est la suite, en fait, vu qu'on est toujours dans la santé. Mais à partir de la semaine prochaine, on va aborder d'autres thématiques. Après, vous êtes invités. C'est vraiment pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde.
on se connecte, on s'entraide, on se donne des conseils en fonction du sujet, du thème du jour. Ça peut être sur le maquillage, de façon professionnelle, sur, on appelle ça la vie de tous les jours, la gestion du couple, le développement personnel. Voilà, des thèmes de tous les jours, en fait. Le travail, la santé au travail, puis, les enfants, l'éducation, voilà. Si vous avez aussi des idées de thématiques, n'hésitez pas à me dire, hein, comme ça on va aborder. Si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets qui vous intéressent particulièrement, on va aborder. Ok, pour rester dans ton cadre, en fait, au niveau, je pense que de la santé, ouais, on a tout cité, hein. Après, on avait abordé aussi des sujets sur la gestion des conflits, la gestion des finances, oui. L'organisation pour être efficace en semaine. Oui. Voilà, pour être efficace en fait en semaine, donc pour vraiment gagner du temps. On avait aussi abordé la gestion de la solitude. On a abordé ça. Voilà, la gestion de la solitude aussi, en fait. Voilà. Donc, ça a été des thématiques qui ont été abordées. Ça a été pour la plupart des échanges en fait avec quelques experts ou des échanges entre nous. Et puis, il y a éventuellement voilà, des sujets assez intéressants. Et comme Nara elle a dit, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur et dont vous voulez en fait qu'on en discute ou qu'on trouve les experts pour en parler, bah, vous pouvez lui envoyer les informations et puis on essaiera de trouver la bonne formule et les bons professionnels pour nous accompagner. C'est ça. Franchement, c'est pour s'entraider entre femmes parce que c'est important. C'est une belle initiative. Merci, Dr. Faiza. Merci à toi. On doit même lui faire un petit bon, lui dire bravo parce que c'est à 16h, 17h. Je le contactais. Donc, on va lui faire bravo. Mais la docteur. Sans même, franchement, merci. Elle est au travail, tout ça. Merci beaucoup. Merci, docteur, en tout cas, d'avoir répondu à l'appel et d'avoir été prompte voilà, à venir à notre rescousse. Et merci également pour votre intervention. Ça a été assez riche et assez instructif. Merci à toi. Docteur Faiza, je te laisse faire la conclusion. Et puis, voilà, on va se dire bonne soirée et à jeudi prochain. Je te laisse conclure. D'accord, merci à tous d'avoir participé. Donc, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. En dehors même de la consultation prénuptiale, vous pouvez demander une simple consultation de routine et demander à faire un bilan de santé. C'est tout à fait normal, c'est votre droit. Et à l'issue de l'examen clinique, le professionnel de santé en face de vous fera faire un bilan. En principe, tout le monde doit connaître au moins son groupe sanguin, son électrophorésie de l'hémoglobine, c'est la base au fait. Il y en a même qui se prennent avec des cartes où il est marqué le groupe sanguin, l'électrophorésie de l'hémoglobine. Là, en cas de problème, on sait déjà pas faire quoi. Il y en a aussi qui se prennent avec des cartes qui sont diabétiques ou pas hypertendus ou pas. Donc, bon, je vous dis que personne ne perd à l'hôpital. Mieux vaut savoir que ne pas savoir quoi. Parce que je compte de nos jours, il y a vraiment beaucoup de traitements. La médecine a vraiment avancé. On gagne à aller à l'hôpital, on gagne à faire des examens. Ne serait-ce que pour notre tranquillité d'esprit, ça va vraiment. Merci à tous d'avoir participé. À la prochaine. Merci, Dr. Faiza. J'espère te revoir jeudi prochain. Tu as le temps, évidemment, pour voilà, et tout. Merci à vous, mesdames. Prenez soin de vous, c'est important. Portez-vous bien, profitez, voilà, et puis voilà. On essaie de se soutenir comme on peut. Profitez du week-end, reposez-vous et puis bonne soirée. On se dit à jeudi prochain. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, partagez à vos amis, femmes et tout ça. Et puis voilà. Je vous enverrai par mail le lien pour le jeudi prochain avec le thème. Merci. Bonne nuit. Soirée. Bonne nuit. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.